On va parler de sport, de performance et d'engagement. Charlotte Saint-Aroman est avec moi, directrice des opérations ONU Femmes. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et Lénaïque Corson en face de vous, entrepreneur à impact, joueuse internationale de rugby à 15 et à 7 et flamme de la campagne Étincelle. On va dire ce que ça veut dire dans un instant. Charlotte, je commence par vous. Que fait déjà l'ONU Femmes dans son quotidien en France ? Alors ONU Femmes, tout d'abord peut-être ONU Femmes, pour vous rappeler quelle est cette agence. C'est l'agence des Nations Unies qui défend et qui promeut les droits des femmes à l'international et qui a été créée en 2010. C'est la dernière agence des Nations Unies créée pour rassembler ces sujets-là. Elle promeut évidemment, elle a une action très forte sur le terrain. Et ONU Femmes France, depuis 2013, donc 3 ans après la naissance de l'agence, ONU Femmes France a commencé à relayer, à appuyer les actions d'ONU Femmes sur le territoire français, le plaidoyer, les campagnes de sensibilisation et la collecte de fonds pour abonder et soutenir les projets terrain d'ONU Femmes, qui sont présents dans plus de 120 pays du monde. On va parler évidemment de tout ce qui concerne le sport et de cette opération Étincelle, mais c'est par exemple concrètement quel type de projets qui sont mis en place depuis plus de 10 ans ? Alors je vous donne un exemple dans le sport qui est assez parlant et qui est très fort. En 2016, au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio, ONU Femmes a lancé un programme qui s'appelle « Une victoire en entraîne une autre », qui exprime très bien ce qu'elle promeut. Elle permet à des jeunes filles brésiliennes éloignées du sport et de la culture, en situation souvent de fragilité, de suivre 2 fois par semaine des cours de sport, accompagnés d'ateliers de travail sur l'égalité de genre, qui leur permet d'acquérir non seulement donc, des compétences en sport, qui donnent un bienfait sur leur santé, mais également qui leur donnent des notions d'économie, qui leur permettent de s'autonomiser financièrement. Ouais. On leur donne aussi des notions de leadership, ça leur donne une certaine confiance en elles et ça leur permet aussi de savoir identifier et dénoncer les situations de violence dans lesquelles elles peuvent être, elles peuvent être victimes. Donc c'est un double gain, c'est vraiment aider une jeune femme à s'émanciper et lutter en même temps contre la violence. Et je tiens à rappeler qu'indépendamment de ce bénéfice pour les jeunes femmes elles-mêmes, il y a un effet levier très fort, transformateur sociétal et transformateur urbain. Parce que quand vous amenez du sport, quand vous amenez des athlètes et des événements sportifs positifs sur des terrains de foot, de hand, de rugby, dans des zones qui manquent de sécurité, vous pacifiez la zone et ça a un effet bénéfique pour la totalité de la société et la totalité de l'urbanisme autour. Alors on va parler précisément de cette campagne Étincelle qui a lieu là en ce moment. On est en année olympique, on est en France, on va en parler avec vous. Lénaïque, c'est quoi le but spécifiquement de cette campagne-là ? Alors on est parti d'un constat. En fait, on est très heureux. D'abord, je tiens à saluer cet événement, tout premier Jeux Olympiques et Paralympiques paritaires de l'histoire. C'est quand même un événement à notifier, mais on part quand même du constat que la route est encore longue, parce qu'on peut rappeler qu'il y a beaucoup d'enjeux à régler en termes de gouvernance. Encore en juillet dernier, juillet 2023, sur 36 fédérations olympiques, seulement 3 étaient dirigées par des femmes. Quand on parle des médias, alors merci de nous inviter aujourd'hui, mais c'est vrai qu'encore en 2021, seulement 12% du temps de parole dans les médias était accordé aux femmes, alors que 40% des sportifs sont des sportives. Et indépendamment, on peut parler des salaires, et ça, Lénaïque en parlera mieux que moi, mais on peut rappeler par exemple le salaire de Kylian Mbappé, qu'on adulte tous, qui est un modèle incroyable d'inspiration pour la jeunesse, mais qui touche aujourd'hui plus ou moins 6 millions d'euros mensuels de salaire, alors qu'une des footballeuses les mieux payées de France, Wendy Renard, va toucher 50 000 euros. Donc les disparités sont encore criantes. Alors il y a des progrès et vraiment on les salue, mais cette campagne vise à mettre ces enjeux sur la table, à en parler, à inspirer les jeunes générations avec une vingtaine d'athlètes ambassadrices que nous avons à nos côtés, comme Lénaïque, qui vont pouvoir inspirer les jeunes femmes, leur permettre de mettre le sport au quotidien dans leurs activités, qu'elles puissent se projeter, parce que si elles ne sont pas visibles, si des athlètes comme Lénaïque ne sont pas visibles dans les médias, comment pour une jeune femme se projeter dans le sport ? Et on peut rappeler le sport comme levier d'émancipation unique, de développement et aussi de reconstruction post-violence pour les jeunes filles. Alors on va en parler de cette vingtaine d'athlètes. Lénaïque Corson, vous êtes joueuse internationale de rugby à 15, de rugby à 7. Vous faites partie de cette opération. Vous êtes une des flammes, comme on les appelle. Vous êtes aussi entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a amené à dire oui à cette opération-là ? Est-ce que ces inégalités-là, dans votre carrière déjà, vous les avez ressenties ? Et est-ce que vous avez finalement, vous vous êtes dit, je peux faire la différence en y participant ? Quel est votre but là-dedans ?
Déjà, je pense que ce qui m'a motivée à faire partie de la campagne, c'est quand même l'ONU. Donc c'est quand même un organisme aujourd'hui mondial, reconnu dans le monde entier, qui s'intéresse spécifiquement aux problématiques des femmes et notamment dans le sport. Donc comment ne pas dire oui et ensuite, c'est aussi pouvoir être dans la transmission de ce que j'ai pu vivre en tant qu'athlète et puis maintenant en tant qu'entrepreneur qui s'engage sur des sujets de féminisation. Aujourd'hui, j'ai lancé une association qui s'appelle Rugby Girl Academy. Dans cette académie, l'idée, c'est justement d'aller parler de ces sujets d'harcèlement sexuel, de violence sexuelle dans le sport. C'est venir aussi de leur parler de bien-être, comment des outils comme le yoga peuvent les aider à prendre confiance en elles, à s'émanciper. Comment le rugby, évidemment, qui est mon sport, peut les aider à participer à leur épanouissement personnel. Et tout ça, c'est faire de toutes les initiatives qui existent chez les sportifs, comment elles s'engagent, comme moi je peux le faire avec la Rugby Girl Academy, de mettre aussi en lumière tous ces projets qui sont portés par ces sportives et qui font que sur le terrain, on bouge les choses, on bouge les lignes. Comment on fait pour faire bouger les lignes? Vous êtes dans un sport qui est connu à la base pour être un sport masculin au départ. Vous avez senti ces barrières-là sur le développement, sur la médiatisation, sur le rôle modèle, sur l'importance, sur les salaires. Tout ça, vous l'avez senti pendant votre carrière. Je veux dire, vous êtes allé jusqu'en haut. Donc là, on ne peut pas faire mieux. Ces inégalités-là, vous avez dû les vivre. Comment on fait pour casser ces barrières-là concrètement? C'est surtout que j'ai démarré le rugby il y a 15 ans, à une époque où on me disait le rugby, c'est pas fait pour toi, qu'on avait zéro de salaire, on n'avait pas de salaire, tout simplement. Les joueuses prenaient sur leur congé payé. On ne pouvait même pas mettre notre linge à laver, il fallait le laver à la brosse dans le lavabo. On n'avait pas le terrain d'honneur, il était réservé pour les garçons. Donc je les ai vus, évidemment, ces inégalités. Et aujourd'hui, force de constater qu'à force de faire du bruit, à force de joueuses comme moi qui ont pu s'engager, de femmes dirigeantes, de toutes ces pionnières qui se sont battues pour que les choses changent, aujourd'hui, on récolte un petit peu les fruits de tous ces combats du passé. Et aujourd'hui, oui, les joueuses ont déjà un salaire, elles sont protégées, elles ont un salaire déjà un petit peu mieux que les années passées. Elles sont aussi syndicalisées, il y a un syndicat qui représente leur voix. Ça, c'est ultra important aussi pour faire que ces combats puissent monter un peu plus haut auprès des institutions, notamment nos fédérations. Mais voilà, il y a encore énormément d'efforts à faire et tu l'as très bien cité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes aux instances et notamment... en tant que présidente, seulement 3 femmes sur la trentaine de fédérations qu'aujourd'hui il y a en France. Donc il y a encore du travail à faire. Les choses aujourd'hui, et je pense, sont boostées par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 parce qu'il y a cette volonté d'avoir la parité aussi dans les instances, dans les comités directeurs. Donc comment on fait pour que demain il y ait du 50-50 de femmes et d'hommes qui prennent les décisions? Ça passe par la visibilité. Vous avez porté la flamme d'ailleurs il y a quelques semaines, le 1er juin. Ça déjà, c'est quand même très parlant et c'est un vrai moteur, une vraie visibilité. La Fédération de rugby devient entreprise à mission. Est-ce que ça fait partie de ses missions, cette partie-là, ou alors c'est encore une moindre mission par rapport aux autres? Est-ce que, d'après vous, est-ce que ça évolue dans le bon sens? Non, effectivement, je pense que déjà de rentrer dans un cadre d'entreprise, d'entreprise à mission, de fédération à mission, c'est aussi cet objectif de vouloir cocher quand même plusieurs cases, mais pas le faire que sur le papier, être vraiment dans des choses très concrètes. Donc évidemment qu'il y a la féminisation, il y a aussi tout l'impact aussi social que permet le rugby. Aujourd'hui, on va vers des publics aussi peut-être plus vulnérables. On l'a dit, et Antoine Dupont a pris la parole pour le dire, notamment vis-à-vis du fait qu'il fallait aller voter le 7 juillet. C'est le rugby, c'est un sport où il y a énormément de diversité. Et c'est ça qui fait la force d'une équipe. Et aujourd'hui, évidemment, qu'on a envie de retrouver ça dans notre société et que le rugby, et notamment à travers ce process de fédération à mission, peut aider à entretenir des projets pour la société. Et on l'a dit, oui, des projets pour la société, parce que là, on parle du sort des sportives, qui effectivement devait sortir de l'ombre, mais il y a des conséquences économiques. Vous l'avez dit, l'ONU Femmes existe depuis 2013 en France. Ça fait 11 ans. Vous avez vu l'évolution? Vous avez vu concrètement que ça avançait sur le terrain, qu'il y avait des réels effets, notamment sur les aspects économiques recherchés? Charlotte. Les effets, en effet, ils sont progressifs. Et l'objectif d'ONU Femmes, c'est vraiment de développer ces projets et de les multiplier.
Et cette campagne a vraiment vocation à justement aller chercher du soutien. On a notamment la Fondation Decathlon qui nous soutient de façon incroyable pour cette campagne, pour qu'on puisse non seulement développer la sensibilisation, mais aussi aller au secours dans le monde entier par les projets terrain de ces jeunes femmes vulnérables qui peuvent être vraiment aidées et soutenues par ces projets qui utilisent le sport comme levier d'émancipation et de reconstruction. C'est vraiment intéressant. Les progrès sont en cours. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est à la fois chez nous, à la fois dans le sport, à la fois sur d'autres terrains, dans d'autres secteurs, dans d'autres pays. C'est ça qui est intéressant dans la prise en charge finalement de l'ONU Femmes. Qui sont par exemple les autres athlètes qui sont présentes dans cette opération Étincelle? Oui, c'est une très bonne question parce que justement, on a une variété d'athlètes. On a une vingtaine de flammes comme Léna Higues, représentées dans différents sports olympiques ou non olympiques. Mais on a par exemple Estelle Mosley, qui est championne du monde de boxe française et qui prouve, tout comme Léna Higues, que la boxe ou le rugby n'est pas forcément réservé aux petits garçons, que les petites filles sont libres. Ça commence là. De leur choix. C'est d'abord choisir son sport librement, être inspiré par un modèle et le suivre. On a également Laurence Fischer, que vous connaissez, qui est une très grande karatéka. On a Manon Lanza, qui est présentatrice depuis quelques jours et qui est engagée dans le sport automobile. On a également certains hommes, parce que c'est une des spécificités d'ONU Femmes, c'est le programme He for She, qui a été lancé par Emma Watson, grâce à Emma Watson il y a quelques années. C'est engager les hommes et les garçons à nos côtés pour défendre les droits des femmes. C'est qu'on est deux genres, on est vraiment un féminisme très inclusif. Donc on a Germain Louvet, un danseur étoile de l'Opéra de Paris, incroyable, qui nous rappelle qu'en effet, la danse classique n'est pas non plus que pour les petites filles. Ouais. On a Fabien Lamiro, qui est champion paralympique de ping-pong. Une autre fierté qu'on a, c'est de faire en sorte d'avoir des athlètes qui ne sont pas seulement des athlètes olympiques, mais des athlètes paralympiques. Et on se rapproche de plus en plus de ce champ-là pour que toutes les filles et les femmes en situation de handicap puissent aussi être inspirées par le sport. On parlait tout à l'heure de Kylian Mbappé, qui est évidemment le joueur le mieux payé du monde. Il y a un business model derrière ça, je veux dire, ça a été construit pendant des années. Comment on arrive à construire un système qui fait que, un jour, il y aura une fille qui sera payée le même prix, que ce soit le même salaire, je veux dire, aussi bien au niveau de la fédération que du niveau des contrats publicitaires. Ça va effectivement de montrer aux petites filles qu'on peut faire ce sport. Je veux dire, ça prend des années de faire ça. Est-ce que vous croyez qu'on y arrivera un jour, Léna Déjà, Higues? quand je viens de tomber des nues, parce que je savais que c'était quand même des grosses sommes d'argent, mais 6 millions par mois, je pense qu'en plus, dans le contexte où on est actuel, c'est peut-être se réfléchir sur ces 6 millions, comment on peut peut-être aussi répartir la richesse et peut-être de l'initiative que porte Kylian Mbappé, et notamment à travers sa fondation, pour aussi reverser cet argent auprès de projets du terrain, et notamment d'aider des jeunes filles, jeunes garçons de quartier à découvrir le sport, les aider à partir en vacances. Ça, c'est des projets concrets et qui fait que, oui, cette grosse somme d'argent est quand même redistribuée derrière dans le circuit du sport. Et je pense que c'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Peut-être c'est pas de se dire on veut l'égalité de 6 millions pour Kylian et 6 millions pour Wendy, mais peut-être comment on peut répartir cet argent pour que tout l'univers du sport puisse en bénéficier. Aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'il y a énormément de clubs sportifs, et notamment dans le rugby, des clubs de rugby qui sont en train de souffrir, qui ont du mal à trouver les moyens de se financer, d'avoir des vestiaires pour les jeunes filles au stade, d'avoir un terrain qui n'est pas avec des gros trous dans la pelouse. C'est peut-être ça aussi, en fait, rendre le sport plus attractif et peut-être à des niveaux amateurs, et que les sportifs aussi, peut-être qui réussissent bien dans la vie, puissent aussi éveiller sur cette répartition de la richesse. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai peut-être une lubie en pensant comme ça, mais je pense que c'est là où on fera aussi progresser le sport, et peut-être aussi apaiser notre société actuelle qui on le sent, est très tendue par les élites et les différences de salaire. Les différences de salaire. C'est vrai. Et je pense que ça aussi, c'est une vraie réflexion que les athlètes doivent avoir, plutôt que de se dire on veut l'égalité, peut-être cette répartition. Oui, une répartition différente. C'est vrai que c'est certainement une vision plus réaliste. Vous disiez tout à l'heure que vous espériez que les Jeux allaient être un modèle, allaient entraîner vers ces objectifs-là. Est-ce que, d'après ce que vous avez vu jusqu'à maintenant dans la préparation, ils sont plus inclusifs, ils sont plus verts? Vous avez du recul, je veux dire, sur toute votre carrière de rugbywoman. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait une différence sur ces Jeux de Paris, ou c'est nous, Français, qui voulons voir ça finalement? Comment vous les voyez, ces Jeux? Je pense que post-Covid,
il y a eu un chamboulement dans notre société. Les gens ont changé de métier, ont voulu avoir du sens dans ce qu'ils faisaient et plus se réveiller et se dire je fais un métier que finalement j'aime moyennement. Ouais. Et se dire c'est quoi le sens? C'est vouloir vivre dans une société plus durable, plus égalitaire, plus respectueuse de l'environnement. Comment on arrive à tout ça et comment on arrive à cocher ces objectifs de vie dans notre quotidien. Et ça passe forcément dans la vie professionnelle. Donc forcément, les entreprises ont été un peu chahutées dans leur stratégie et ont dû repenser et réfléchir pour capter leurs salariés et les conserver, les fidéliser à leur poste, tout en ayant une appétence pour aller faire évoluer tout ça. Et les Jeux Olympiques, je pense, et Paralympiques, je pense que c'est la même chose. Aujourd'hui, ils ont été chahutés parce que oui, on a déplacé des sans-abri dans d'autres villes en France. On a, alors ça c'est pour la partie un petit peu moins sapin, moins glorieuse des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais derrière, aujourd'hui, on parle de Jeux Olympiques et Paralympiques. On ne le disait jamais, le Paralympique avant. On parle de Jeux paritaires. À aucun moment, il a été question d'avoir 50% de femmes ou d'hommes. Donc déjà, c'est quand même des changements fondamentaux et une vraie envie de faire changer les choses. Et pour être engagé aussi avec les JOP de Paris 2024 sur la partie environnement, en étant athlète engagé sur la mobilisation à l'environnement et sur les sujets climat, on a mis en place des ateliers de formation autour de la fresque du climat avec une petite variance sport pour justement aider les salariés de Paris 2024 à réfléchir sur quel sera le monde et quel sera le sport de demain. Est-ce qu'on va continuer encore de faire des Jeux Olympiques et Paralympiques dans les années à venir, sachant qu'on déplace des gens du monde entier? Oui, c'est intéressant, effectivement, même dans la façon dont les autres pays ont commencé à travailler sur le sujet. Très, très vite, pour terminer, Charlotte, dans les entreprises, il faudra qu'il y ait un héritage de ces jeux à ces niveaux-là, au niveau de l'évolution des femmes, au niveau de l'écologie, de façon plus générale. La RSE, vous y croyez? Ça va rester après? C'est justement un des objectifs de la campagne, c'est de faire en sorte que ce mouvement et cette envie d'installer la parité ne soit pas un mouvement éphémère qui s'éteigne à la fin de ces Jeux Olympiques. C'est vraiment notre but, c'est de sensibiliser pour que ce discours rentre dans les habitudes. Et c'est un des rôles que nous avons, c'est de mettre en place une plateforme pour les entreprises, une plateforme d'échange pour qu'elles puissent échanger sur les bonnes pratiques, s'inspirer et concrètement améliorer la vie des femmes au sein de leur structure. Que les bonnes pratiques deviennent des bonnes habitudes et que voilà, on y reste. Merci beaucoup Charlotte Saint-Armand, directrice des opérations ONU Femmes, d'être venue accompagnée de Lénaïque Corson. Merci d'être venue Lénaïque, joueuse internationale de rugby à 15 et à 7, parce que c'est du rugby à 7 là, pendant ces JO olympiques. 28, 29, 30, c'est les filles qui jouent. Exactement. Et flamme donc de cette campagne étincelle. Merci à toutes les deux d'être venues dans Sport Business.